Bonjour à tous, bienvenue de retour sur Histoire Reddit. Oh, celle-ci est spéciale. Une femme trompe son mari, tombe enceinte d'un autre homme, le quitte avec une confiance totale, épouse l'autre type et ne se retourne même pas. Aucun remords. Aucune honte. Juste la belle vie. Et pendant 3 longues années, tout est absolument parfait pour elle. Parce que c'est comme ça que la vie fonctionne parfois, non? Les pires personnes réussissent simplement à s'en sortir et à prospérer. Mais ensuite, le karma décide enfin de revenir au travail après 3 ans de vacances. Et quand il se pointe, il ne frappe pas simplement à la porte. Il la pulvérise complètement. Et maintenant, elle est devant la porte de son ex-mari. En larmes. À supplier. La même femme qui lui riait au visage. La même femme qui disait qu'elle n'avait besoin de rien de sa part. Oui, bien sûr, ma chérie. Restez jusqu'au bout, parce que cette histoire prend des tournures que je n'avais sincèrement pas vues venir. Plongeons dedans. Ma femme m'a quitté après être tombée enceinte d'un autre homme parce qu'elle n'avait plus besoin de moi, mais 3 ans plus tard, elle est à ma porte parce que le test ADN de son mari est revenu négatif. Moi, qui ai maintenant 32 ans, j'ai rencontré Avani, aujourd'hui âgée de 30 ans, quand j'avais 23 ans et que j'étais à l'université. Je passais la plupart de mon temps soit en cours, soit à travailler à temps partiel. Je n'étais pas vraiment quelqu'un de sociable à l'époque. J'avais un petit groupe d'amis, mais dans l'ensemble, je restais dans mon coin. Avani était complètement différente. Elle suivait le même programme que mon colocataire, et je l'ai rencontrée à une fête où il m'avait traîné. Nous avons commencé à sortir ensemble environ 2 semaines après cette soirée. Je ne comprends toujours pas vraiment ce qu'elle voyait en moi. Mes amis de l'époque me disaient que je sortais avec quelqu'un largement hors de ma catégorie. J'ai entendu cette phrase plus de fois que je ne peux les compter durant ces premiers mois. Nous sommes restés ensemble environ 2 ans avant que j'obtienne mon diplôme. Elle avait abandonné l'université après la première année et travaillait dans un magasin de détail au salaire minimum. Nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie avec la famille et quelques amis proches. J'avais 27 ans et elle en avait 25. Mes parents semblaient heureux, même si ma mère faisait quelques remarques sur le fait que nous étions jeunes. Ses parents vivaient à 4 heures de route et sont venus au mariage, mais ils sont repartis juste après. Avani disait qu'ils avaient toujours été distants comme ça. La première année, tout semblait normal. Je travaillais de longues heures et elle gardait son emploi. J'acceptais des projets supplémentaires au travail. Parfois, je quittais la maison avant le lever du soleil et ne rentrais qu'après la tombée de la nuit. Avani se plaignait parfois, mais c'était nécessaire si nous voulions une stabilité financière au lieu de simplement survivre. La deuxième année était différente. Elle a commencé à faire toutes ces choses qui vous font penser qu'une personne vous trompe. À l'époque, je ne le voyais pas ainsi parce que je lui faisais confiance, mais avec le recul, je vois maintenant à quel point elle était menteuse et traîtresse. Puis, un après-midi, tout s'est effondré. Ce jour-là, je suis rentré tôt à la maison pour une fois. Il était environ 6 heures du soir et j'avais vraiment envie qu'on dîne ensemble. Avani était assise sur le canapé en m'attendant. Elle avait une expression que je n'arrivais pas à lire. Avant même que je puisse poser mes affaires de travail, elle m'a demandé de m'asseoir parce qu'elle devait me parler. C'était pour me dire qu'elle était enceinte, mais que l'enfant n'était pas de moi. Pendant les 3 secondes qu'il lui a fallu pour me dire que le bébé était celui d'un autre, j'ai ressenti une vague d'émotion. Elle ne demandait même pas pardon, elle m'informait simplement. Elle m'a expliqué qu'elle voyait quelqu'un d'autre depuis plus d'1 an. Elle avait cessé de m'aimer autour de notre premier anniversaire de mariage et cet homme était un homme d'affaires qu'elle avait rencontré dans un bar. Elle le décrivait comme un homme accompli qui la traitait mieux que je ne l'avais jamais fait. Quand je lui ai demandé comment elle pouvait être certaine que le bébé n'était pas de moi, puisque je supposais qu'elle n'avait pas encore fait de test ADN, elle a dit qu'elle savait, que son intuition ne s'était jamais trompée sur quoi que ce soit. Je ne me souviens pas vraiment des heures qui ont suivi. Je sais que je suis sorti de la maison pour réfléchir et que lorsque je suis revenu, elle avait fait sa valise et était partie. Durant la semaine suivante, elle est revenue 2 fois récupérer le reste de ses affaires pendant que j'étais au travail. Au travail, j'étais distrait, j'oubliais des réunions et des conversations avec des clients, mais c'était toujours mieux que de rester à la maison à penser à mon mariage. J'ai demandé le divorce en moins de 2 semaines. Elle n'a demandé ni pension alimentaire ni partage des biens. Nous n'avions pas grand-chose de toute façon, et l'autre homme semblait lui offrir ce dont elle avait besoin. Je le sais parce qu'elle disait que son nouveau compagnon gagnait assez d'argent pour qu'elle n'ait besoin de rien venant de moi. La seule chose qu'elle a demandé, c'est qu'on ne contacte pas cet homme et que je ne fasse pas de scandale, ce qu'elle n'avait pas besoin de me dire 2 fois, parce que je n'allais ni me battre ni faire une scène à cause d'elle. C'était mieux pour la procédure de divorce, car nous avons simplement signé les papiers et c'était terminé. Elle a épousé l'autre homme environ 1 mois plus tard. Je l'ai appris par un ami commun qu'il avait encore sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas regardé les photos parce que je l'avais supprimé de tous mes comptes le lendemain du jour où elle m'avait annoncé sa grossesse. J'aimerais pouvoir dire que j'allais bien après le divorce, mais ce que j'ai traversé était loin d'être agréable,
même si elle ne le méritait pas. Ça vous frappe de plein fouet de savoir que vous avez été marié à une personne qui vous accordait si peu de valeur qu'elle a mis fin à la relation en vous trompant. Finalement, je me suis repris en main. Il m'a fallu environ 8 mois, mais j'ai retrouvé ma routine. J'ai dû déménager, parce que l'endroit où nous vivions était un peu trop grand pour moi et que le bail arrivait à sa fin, j'ai emménagé dans un appartement plus petit mais meilleur. Je me suis simplement concentré sur mon travail, et ça a payé avec quelques promotions et augmentations de salaire, ce qui me permettait de me le permettre. Je suis sorti avec quelques femmes de temps en temps, mais rien de sérieux. J'en suis arrivé à un point où j'ai décidé que je n'étais probablement pas fait pour le mariage ou les relations en général, et ça me convenait. Puis, il y a 4 semaines, Avani s'est présentée à ma porte. Je n'avais plus eu de nouvelles d'elle ni ne l'avais revue depuis 3 ans complets. Il était assez tard le soir et elle se tenait là. Je ne savais même pas comment elle avait trouvé mon adresse, mais ce n'est pas comme si nous n'avions pas de connaissances en commun. Elle avait l'air bien pire que dans mes souvenirs. Elle s'est mise à pleurer dès qu'elle m'a vu, disant que son mari l'avait mise dehors une semaine auparavant. Elle logeait chez une amie, mais cette amie commençait à perdre patience. Son mari avait commencé à avoir des doutes concernant l'enfant et avait fait un test ADN sans lui en parler. Les résultats sont revenus et l'enfant n'était pas le sien. Puisque l'enfant n'était pas de lui, alors le bébé devait forcément être de moi. Comme elle n'avait nulle part où aller et aucune économie, avec un enfant de presque 3 ans maintenant, elle est venue voir le père biologique. L'histoire semblait très tragique, mais je ne l'ai pas laissée entrer. Je suis resté là à écouter tout ce qu'elle avait à dire. Elle répétait sans cesse qu'elle avait besoin d'aide, qu'elle s'était trompée sur la paternité, que son intuition avait été fausse. Elle m'a demandé si je me souvenais de la période où nous étions ensemble, du nombre de fois où nous avions couché ensemble avant qu'elle découvre sa grossesse. Je me souvenais parfaitement de tout, c'est pourquoi je lui ai répondu que ce n'était pas mon problème avant de lui fermer la porte au nez. Après ça, elle est partie, mais elle a immédiatement commencé à appeler mon téléphone. Je n'avais pas changé de numéro, et j'imagine qu'elle l'avait gardé. Puisqu'elle avait été si certaine de me quitter, je pensais que ce ne serait pas un problème et je l'avais simplement supprimé. Mais je me souvenais de son numéro, ou du moins plus ou moins de ce qu'il était. Au début, c'était 5 ou 6 appels par jour, puis ça s'est transformé aussi en message texte. Elle disait que j'abandonnais mon fils, que j'étais moins un homme parce que je tournais le dos à un enfant. Elle m'envoyait des photos du petit. J'ai bloqué son numéro, mais elle a commencé à appeler depuis d'autres téléphones. Elle a obtenu mon adresse email professionnelle, je ne sais pas si je la lui avais déjà donnée, et elle a commencé à envoyer des messages là aussi. Je n'arrivais plus à me concentrer sur quoi que ce soit. J'étais en réunion et mon téléphone vibrait avec des appels de numéros inconnus. J'ai dû mettre mon téléphone en mode « ne pas déranger » en permanence et ne laisser sonner que certains numéros importants de clients. Mes collègues ont remarqué que j'étais de nouveau distrait. J'avais une échéance importante pour un projet et je prenais du retard. Il y a 2 semaines, j'ai décidé que je devais gérer ça correctement. J'ai pris rendez-vous avec un avocat, un spécialiste recommandé par mon père. J'ai pris une longue pause déjeuner et je suis allé à son cabinet. Je lui ai expliqué tout ce qui s'était passé. Je lui ai montré certains des messages qu'Avani m'avait envoyés. Il a écouté toute l'histoire puis m'a dit de ne pas lui donner un seul dollar. Il a expliqué que tout soutien financier pourrait être interprété comme une reconnaissance de paternité. Si elle continuait à me harceler, nous pourrions envisager une ordonnance restrictive, mais il fallait d'abord prouver que je n'étais pas le père. Je n'en avais pas besoin, j'avais fait les calculs pendant le divorce et il était très peu probable que je sois le père. Quand elle me l'avait annoncé pour la première fois, ce n'était pas la première chose à laquelle j'avais pensé, mais avec du recul, je savais que ce ne pouvait pas être moi. Ça devait être un autre idiot si le grand homme d'affaires ne l'était pas. Quand je suis allé dîner chez mes parents pour leur raconter toute l'histoire, ils étaient furieux. Pour mon père, Avani avait un culot monstrueux de revenir après ce qu'elle avait fait. Ma mère a demandé des nouvelles de l'enfant, parce que les mères sont comme ça. Elle craignait que je puisse être le père et qu'il soit son petit-fils. Mais je lui ai dit ce que je pensais et j'ai essayé d'éviter qu'il se fasse trop d'espoir à ce sujet. J'ai appelé Avani. Elle devait attendre mon appel, parce que je ne crois même pas que le téléphone ait sonné une seule fois. Je lui ai dit que je ferais un test ADN, mais qu'en attendant les résultats, elle ne devait rien attendre de moi. C'est là que j'ai eu la première confirmation que l'enfant n'était pas de moi, elle s'est immédiatement mise sur la défensive. Elle a affirmé que les tests ADN coûtaient cher et que l'argent serait mieux utilisé pour acheter de la nourriture. Qu'on ne devrait pas gaspiller des ressources alors que nous, connaissions tous les deux la vérité. J'ai répondu, ce serait plus coûteux de payer pour un enfant qui n'est pas le mien. Pour toi, c'est facile à dire, parce que tu as pris l'argent d'un homme en lui faisant croire qu'il était le père, je ne serai pas le deuxième. Elle s'est plainte que je la traitais comme une femme facile, mais quand les résultats du test ADN arriveraient, nous aurions aussi la réponse à ça. Je lui ai donné 2 options, soit elle acceptait le test ADN, soit j'irais avec mon avocat, qui contacterait le sien et demanderait un test ADN de toute façon. Elle pouvait choisir,
Mais mon avocat ajouterait aussi quelques poursuites ici et là, par exemple pour harcèlement. Nous devions utiliser une clinique spécialisée dans ce genre de choses. Mon avocat voulait utiliser cet établissement officiel afin que les résultats soient juridiquement valables si nécessaire. J'ai rencontré Avani et l'enfant sur le parking de la clinique. Elle conduisait une vieille berline délabrée qui semblait incapable de passer le contrôle technique. L'enfant était attaché à son siège à l'arrière, mais je ne l'ai pas regardé. Nous sommes entrés et la procédure a pris environ 15 minutes. Avani a essayé de faire la conversation pendant que nous attendions. Elle m'a demandé comment allait mon travail et si je fréquentais quelqu'un, comme si elle était mon amie. Je n'ai pas répondu et je suis resté silencieux en attendant qu'on nous appelle. Les résultats sont arrivés assez rapidement, je pensais devoir attendre un mois ou quelque chose comme ça. Mais après le prélèvement, ils nous ont dit que cela ne prendrait que quelques jours et j'étais très anxieux. J'étais certain qu'ils n'étaient pas de moi, et ne le dites pas à mon patron parce que je gagne ma vie avec les chiffres, mais je ne suis pas très bon avec eux. Quoi qu'il en soit, négatif, 0% de probabilité de paternité. J'ai immédiatement transféré les résultats à mon avocat puis à mes parents. Mon avocat semblait le plus heureux, mais uniquement parce qu'il gagne sa vie en ruinant les gens qui essaient d'arnaquer les autres. J'ai appelé Avani ce soir-là. Je lui ai dit que les résultats étaient arrivés et que, comme je le soupçonnais, je n'étais pas le père. Elle a commencé à dire qu'il devait y avoir une erreur dans le test, qu'il faudrait le refaire ailleurs. Mais il n'y avait aucune erreur, et je n'allais pas recommencer. Le juge accepterait ce test comme valide puisqu'il avait été réalisé dans un établissement approuvé par le tribunal. Elle s'est mise à pleurer et a dit qu'elle ne savait pas quoi faire. Elle ne pouvait payer de loyer nulle part. Elle m'a demandé si je pouvais quand même l'aider jusqu'à ce qu'elle se réinstalle, jusqu'à ce qu'elle retrouve le père. Elle m'a demandé si je pouvais au moins prétendre être le père pour que son fils ait un foyer stable. J'ai raccroché sans lui répondre. Je serais plus heureux de ce karma s'il n'y avait pas un enfant impliqué. Le pire avec les personnes comme Avani, c'est que lorsqu'elles blessent quelqu'un capable de se défendre, elles finissent par recevoir ce qu'elles méritent, mais au passage, elles sont aussi capables de faire du mal à des personnes qui ne peuvent pas se défendre. Et cette personne-là, c'est son fils, qui malheureusement aura la vie qu'il aura à cause de sa mère. C'est la seule chose qui me rend triste dans cette situation, et c'est pour cela que j'ai voulu l'écrire, parce que je pense beaucoup à lui. Pas parce que je vais prendre la place du père, je suis sûr à 100% que je ne le ferai pas, mais parce que cela me semble tellement injuste que des personnes comme elle puissent s'en sortir sans conséquence. Elle n'a nulle part où rester maintenant, mais tôt ou tard elle trouvera quelque chose. Peut-être un autre homme, peut-être le père biologique, ces gens vivent sans conséquence pour leur tromperie, leurs mensonges, leurs manipulations et tant d'autres choses que nous ne connaîtrons jamais. J'avais simplement besoin de vider mon sac. Mise à jour 1. Peut-être que Dieu l'irrédite et a entendu mes prières, mais au moins Avani commence enfin à faire face à certaines conséquences de ses actes. Pas beaucoup, mais c'est déjà quelque chose. Je n'avais plus eu de nouvelles depuis que je l'avais appelée pour lui donner la preuve scientifique qu'elle était une menteuse, aussi connue sous le nom de test ADN. J'espérais qu'elle se concentrait sur la recherche du véritable père biologique. Mais il y a 2 semaines, elle est apparue à mon bureau. J'étais en réunion avec mon patron et 2 clients pour examiner un projet quand mon téléphone s'est mis à vibrer. C'était la réception qui m'informait qu'une femme folle se trouvait dans le hall. Je les ai ignorés parce que j'étais en pleine réunion en train d'expliquer le projet aux clients. Puis le téléphone de mon patron a sonné. Il s'est excusé et est sorti pour répondre. Il est revenu environ 30 secondes plus tard et m'a demandé si je pouvais sortir un moment. Je l'ai suivi dans le couloir et il m'a dit qu'une femme dans le hall faisait un scandale. Elle demandait après moi en utilisant mon nom et disait qu'elle était la mère de mon fils. Je suis descendu en ascenseur jusqu'au rez-de-chaussée et je pouvais entendre sa voix avant même que les portes ne s'ouvrent. Elle criait sur la réceptionniste, disant qu'elle aidait à couvrir un père irresponsable, qu'elle était aussi coupable que moi de laisser son fils mourir de faim. Il y avait d'autres employés dans le hall, des gens avec qui je travaille, des gens que je vois tous les jours. Tout le monde regardait. Avani m'a vu sortir de l'ascenseur et s'est mise à crier encore plus fort. Elle disait que je l'avais mise enceinte puis jetée comme un déchet, que je n'allais pas pouvoir refuser de subvenir aux besoins de mon fils. Elle avait amené l'enfant avec elle pour rendre la scène plus crédible. Il se tenait à côté d'elle, lui tenant la main et pleurant parce qu'elle hurlait. La sécurité était déjà sur place pour intervenir. Mais avant qu'il ne le fasse, j'ai sorti mon téléphone avec les preuves et j'ai demandé à quiconque le voulait de venir voir mon test ADN. Quelques curieux se sont approchés pendant qu'elle criait que les résultats étaient faux et que j'irais brûler en enfer pour avoir menti. La sécurité a vu le test et lui a dit assez fort, parce qu'elle continuait à hurler, qu'il était temps de partir. Ils l'ont prise par les bras et l'ont escortée vers la sortie. Elle a continué à crier tout le long, m'insultant, disant que j'aimais coucher avec elle mais pas assumer mon fils. Je suis remonté. La réunion était évidemment ruinée. Mon patron a dit aux clients que nous reprogrammerions la réunion, et ils sont partis dans un silence gêné. Il m'a demandé de venir dans son bureau. Je lui ai expliqué la situation aussi brièvement que possible.
Je lui ai également montré le test ADN. Il m'a dit que je devais immédiatement en envoyer une copie aux ressources humaines. L'entreprise devait se protéger de toute responsabilité et ma réputation était désormais une préoccupation. J'ai passé l'heure suivante dans le bureau des RH à tout expliquer à 2 personnes différentes. Je leur ai transféré les résultats ADN, donné les coordonnées de mon avocat, et dit que ce serait mon plus grand plaisir si cette femme ne remettait plus jamais les pieds dans le bâtiment. Évidemment, je n'ai pas utilisé le mot « folle ». Ils ont dit qu'ils ajouteraient une note à mon dossier et avertiraient la sécurité de ne plus laisser Avani entrer dans l'immeuble. Ils m'ont aussi conseillé d'aller à la police pour porter plainte pour harcèlement, précisant que l'entreprise soutiendrait la démarche et déposerait son propre rapport pour le scandale causé dans les locaux. Ce jour-là, je suis parti plus tôt du travail pour faire cela, et l'entreprise enverrait également un représentant pour déposer son rapport. Quand je suis arrivé à mon appartement, j'ai appelé mon avocat. Il m'a expliqué quelle était la prochaine étape, à savoir déposer une plainte pour diffamation et harcèlement, mais que la décision m'appartenait. J'ai répondu « Vous plaisantez ? Commencez immédiatement ». Cette nuit-là, je n'ai pas réussi à dormir. J'ai consulté ma messagerie professionnelle et vu 3 messages de collègues me demandant si j'allais bien. Le lendemain, ma mère m'a appelé. Je pensais aux parents d'Avani. Je les avais vus exactement 2 fois, une fois à notre mariage et une fois lors d'un dîner de Noël pendant notre première année de mariage. Ma mère m'a suggéré d'essayer de les contacter. Elle disait qu'ils méritaient de savoir ce que faisait leur fille et qu'ils pourraient peut-être aider avec l'enfant. J'ai passé 2 jours à essayer de trouver leurs coordonnées. Finalement, j'ai trouvé le numéro du père grâce à Internet. Je l'ai appelé et, quand il a confirmé qui il était, je me suis présenté comme l'ex-mari d'Avani. Je lui ai expliqué ce qui se passait avec sa fille, ce qu'elle faisait avec son petit-fils et avec moi. Il n'avait aucune idée qu'elle était même en train de divorcer de l'autre homme. Avani les avait appelés environ 6 mois plus tôt pour leur dire qu'elle et son mari allaient merveilleusement bien et qu'ils venaient d'acheter une nouvelle maison. Avant de raccrocher, il m'a assuré qu'il appellerait Avani pour découvrir ce qui se passait et m'a remercié de l'avoir informé. J'ai aussi décidé de contacter l'ex-mari d'Avani, le type pour qui elle m'avait quitté. J'ai trouvé son nom dans des archives publiques liées à leur licence de mariage. Il s'appelait David. J'ai trouvé ce qui semblait être son adresse email professionnelle via LinkedIn. Je lui ai envoyé un message expliquant qui j'étais et lui demandant s'il accepterait de parler avec moi. Je ne m'attendais pas à recevoir une réponse, mais il m'a répondu le lendemain. Il voulait qu'on se rencontre en personne, alors nous nous sommes retrouvés quelque part. Il avait environ 40 ans et portait un costume. Nous nous sommes serrés la main puis nous nous sommes assis. Je m'attendais à ce que ce soit gênant, mais ça ne l'était pas tant que ça. Il m'a raconté sa version de la manière dont il avait rencontré cette créature sortie tout droit de l'enfer, aussi connue sous le nom d'Avani. Elle lui avait dit qu'elle était séparée de son mari et que le divorce allait bientôt être finalisé. Il s'est senti horrible quand il a découvert plus tard que nous étions encore ensemble lorsqu'ils avaient commencé à se voir. Je ne sais pas si tout cela est vrai ou s'il disait ça juste pour se donner le beau rôle, mais c'est ce que je sais. Elle avait menti à David sur beaucoup de choses. Il m'a parlé de ce qui l'avait poussé à demander un test ADN. Il a dit qu'il avait commencé à remarquer que l'enfant ne lui ressemblait pas du tout. Il avait aussi trouvé d'anciens messages sur le téléphone d'Avani provenant d'autres hommes, des numéros enregistrés sous de faux noms. Il a fait le test ADN sans lui dire et, quand le résultat est revenu négatif, il l'a confronté. Elle a admis que l'enfant n'était peut-être pas de lui, mais elle a dit qu'elle ne savait pas vraiment qui était le père. Apparemment, elle voyait au moins 2 autres hommes pendant qu'ils étaient ensemble. Il l'a mise dehors ce soir-là même. Il se sentait stupide de l'avoir cru aussi longtemps, mais malheureusement, je connais ce sentiment. Avant de partir, il m'a dit qu'il poursuivait Avani pour fraude à la paternité et que cela pourrait être utile. Nous avons échangé nos numéros parce que c'était ce qu'elle méritait. Mon avocat a déposé la plainte tout récemment. Nous allons utiliser les caméras de sécurité de l'entreprise avec l'audio, qu'ils nous ont déjà fourni, ainsi que les messages et le test ADN. Elle n'a pas encore reçu les documents officiels, mais je ne pense pas que cela prendra très longtemps. D'accord, attendez une seconde, c'est moi. Voilà la vérité inconfortable. Ce petit enfant va se souvenir des émotions, même s'il ne se rappelle pas des détails. Le chaos, l'instabilité, la confusion d'être déplacé d'un endroit à un autre. Une mère qui hurle. Un foyer qui change constamment. Des gens qui disparaissent. Les enfants absorbent tout ça. En silence. Profondément. D'une manière qui réapparaît des années plus tard, quand ils se retrouvent assis face à quelqu'un en essayant de comprendre pourquoi ils ont du mal à faire confiance, à trouver de la stabilité ou à se sentir en sécurité. Et personne dans cette situation n'a créé cette douleur pour lui intentionnellement. Je le sais. Mais Avani a fait chaque choix qui a conduit à ce moment dans ce hall. Chaque unique choix. Et voici ce qui me frappe vraiment, elle regardait son enfant en pleurs à côté d'elle, et elle continuait quand même à hurler. Elle ne s'est pas arrêtée. Elle ne l'a pas réconforté. Elle n'a même pas hésité une seconde.
C'est à ce moment-là qu'on réalise que certaines personnes sont tellement consumées par leur propre survie qu'elles sont sincèrement incapables de voir les dégâts qui se produisent juste à côté d'elles. Pas derrière elles. Pas loin d'elles. Juste à côté d'elles. Et à ce stade, ce n'est plus seulement du désespoir. C'est quelque chose de bien plus difficile à nommer. Maintenant, retour à l'auteur du post. Mise à jour 2. Avani a été informée environ une semaine après que mon avocat a déposé la plainte. Elle a essayé de m'appeler depuis différents numéros, mais je n'ai pas répondu. Elle a envoyé des emails, mais ils sont restés sans réponse. J'avais reçu l'ordre de ne répondre à aucune tentative de contact de sa part. La date de l'audience a été fixée 4 semaines plus tard. Mon avocat m'a dit que ce serait probablement rapide parce que nous avions des preuves claires de tout. Les résultats ADN, les messages qu'elle m'avait envoyés, les déclarations de la sécurité et des ressources humaines de mon travail concernant sa visite. Il y avait aussi une déclaration écrite et signée de David au sujet de ses mensonges. Les parents d'Avani m'ont appelé 2 semaines avant l'audience. Cette fois, c'était sa mère. Ils étaient allés voir Avani et l'enfant. Leur fille vivait dans la chambre d'amis d'une amie avec presque aucune affaire personnelle. Une amie qui se plaignait qu'Avani ne payait pas de loyer et mangeait sa nourriture sans jamais la remplacer. Sa mère avait emmené l'enfant passer la journée dehors et disait qu'il semblait aller bien, mais qu'il était confus parce que sa situation de vie changeait constamment. Elle était au courant du procès parce qu'Avani leur en avait parlé, mais elle comprenait pourquoi je faisais cela et ne m'a pas demandé d'abandonner la plainte. Elle m'a dit que sa fille avait toujours été difficile, et que c'était la raison pour laquelle ils étaient partis tôt de notre mariage. Ils s'étaient disputés avec elle à propos de quelque chose qu'Avani n'aimait pas. Ils essayaient maintenant de convaincre leur fille de les laisser garder l'enfant pendant un moment. L'audience s'est déroulée normalement. Elle est venue seule, sans l'enfant. Elle portait apparemment les mêmes vêtements que je lui avais déjà vus chez moi et à mon bureau. Elle m'a vu et a rapidement détourné le regard. L'audience n'a pas duré plus de 45 minutes. L'avocat commis d'office d'Avani a essayé d'argumenter qu'elle était sous un stress extrême et qu'elle ne réfléchissait pas clairement, qu'elle croyait sincèrement que je pouvais être le père et qu'elle cherchait seulement de l'aide pour son fils. Mais comme elle avait continué le harcèlement et l'avait poussé jusqu'à faire un scandale sur mon lieu de travail, cela n'a pas suffi au juge. Le juge m'a accordé une compensation pour les dommages causés à ma réputation professionnelle ainsi que pour les frais juridiques engagés. Le montant était assez intéressant, même si je n'ai pas vraiment d'espoir de voir une grande partie de cet argent. Le juge a déclaré qu'Avani devrait payer en mensualité prélevée directement sur son salaire, mais je ne suis pas très optimiste. Il a également émis une ordonnance restrictive lui interdisant de s'approcher à moins de 150 mètres de moi ou de mon lieu de travail. Mon avocat m'a informé que les prélèvements commenceraient dès que l'employeur d'Avani recevrait l'ordre officiel. Il a expliqué qu'étant donné qu'elle gagnait le salaire minimum, il lui faudrait des années pour tout rembourser, mais qu'au moins il y aurait une condamnation inscrite à son dossier. Il existe aussi une possibilité d'arrestation si elle viole les conditions de l'ordonnance restrictive. Mon lieu de travail est déjà informé de cette décision et appellera immédiatement la police en cas de non-respect. Ils sont contents que j'ai engagé des poursuites pour mettre fin à cette situation le plus rapidement possible. Les signalements n'ont eu aucune conséquence directe, mais je pense qu'ils ont servi à la faire paraître encore pire devant le juge. Il y a quelques jours, j'ai reçu un appel de la mère d'Avani. Ils ont obtenu la garde de l'enfant. Pour Avani, cela ne semblait pas poser de problème parce que l'ami chez qui elle vivait lui avait apparemment donné 2 semaines pour trouver un autre endroit où vivre. Cela me rend heureux parce que les enfants innocents ne devraient pas être punis à cause de leurs parents. David a lui aussi déposé sa plainte pour fraude à la paternité et prévoit de l'utiliser dans le cadre du divorce. Il n'avait pas de contrat prénuptial, mais il compte utiliser la fraude à la paternité pour éviter d'avoir à donner des biens à Avani. Lorsque nous avons parlé l'autre soir, parce que je dois fournir mon témoignage pour l'aider, nous sommes arrivés à la conclusion qu'elle voulait me tromper assez longtemps pour récupérer de l'argent lors du divorce avec David, mais qu'elle n'a pas réussi, et nous espérons qu'elle ne pourra rien obtenir. Mise à jour 3. Les paiements prélevés sur son salaire ont commencé à arriver il y a environ un mois. De petites sommes déduites de ses chèques de paie. Je n'y pense pas beaucoup, c'est comme un sablier qui s'écoule très lentement. Au travail, tout est revenu à la normale. Le projet que nous préparions quand Avani est apparu a été approuvé. La seule chose qui reste, ce sont les commérages dans l'entreprise disant que je suis le gars avec l'ex-folle, mais il existe des rumeurs bien pires dans la vie. Les parents d'Avani ont rappelé une fois de plus parce que je leur avais demandé de le faire. Je voulais avoir des nouvelles de leur petit-fils. Heureusement, ils s'adaptaient bien à la vie avec eux. Ils ont dit qu'ils commençaient à se faire des amis à la maternelle et qu'ils semblaient heureux avec eux. Je ne sais pas s'il est plus heureux qu'avant quand il vivait avec sa mère avant que tout cela arrive, mais certainement plus heureux qu'il ne le serait maintenant. Avani les a appelés plusieurs fois pour demander de l'argent, mais ils ont refusé. Elle est autorisée à voir l'enfant si elle remet sa vie en ordre, mais je ne la vois pas comme une femme qui souhaite réellement le faire. Je suis heureux qu'il rende la vie de cet enfant meilleure. Personne d'autre ne mérite qu'Avani ruine sa vie. La seule vie qu'Avani devrait ruiner, c'est la sienne.
Et en partie, elle l'a fait. David a terminé toutes les procédures judiciaires, le divorce et le procès. Il a réussi à faire en sorte qu'elle ne prenne pas un seul centime de lui. Je ne connais pas les détails juridiques, aucun de nous deux n'est avocat et nous n'avions pas envie d'en parler davantage. Mais même si 50% avaient appartenu à Avani, avec sa fraude à la paternité, elle n'a rien obtenu. Je pense qu'avec le temps, les choses se sont apaisées et chacun a reçu ce qu'il méritait. Cet enfant a des figures parentales en la personne de ses grands-parents qu'il aime, et Avani, elle, a des problèmes judiciaires et une vie détruite. Je sais qu'elle peut trouver un autre homme, on me l'a répété dans les commentaires. Cependant, les dernières fois que je l'ai vue, elle avait vraiment mauvaise mine. Je ne suis pas assez superficiel pour dire qu'un homme ne serait avec une femme que si elle est jeune et belle, mais c'était la seule chose qu'elle avait à offrir à quelqu'un, et elle l'a perdu. Avec sa magnifique personnalité, et son grand cœur, elle ne va convaincre personne, puisqu'elle ne possède ni l'un ni l'autre. Mise à jour 4. Avani s'est attiré énormément de problèmes dans sa vie, et maintenant ces problèmes reviennent lui faire payer les intérêts. La nouvelle, que j'ai apprise par David, c'est qu'elle purge actuellement une peine dans une prison pour femmes pour avoir volé le père biologique de son fils. Après la saisie sur salaire et le fait de n'avoir rien obtenu lors du divorce avec David, elle était désespérée. Son salaire minimum amputé devait à peine suffire pour survivre. C'est pourquoi, lorsqu'elle a retrouvé le véritable père de l'enfant, elle n'a pas attendu que le test ADN soit effectué ni qu'un juge lui ordonne de payer une pension alimentaire. J'imagine qu'il savait déjà ce qui se passait récemment avec elle, c'est pour cela qu'il a dit qu'il ne ferait un test ADN qu'avec une ordonnance du tribunal. Et comme elle n'avait pas beaucoup d'argent pour payer un test et attendre qu'un avocat commis d'office lui soit attribué, ce qui aurait pris du temps, elle a décidé de le voler. Elle est entrée chez lui et a pris des objets de grande valeur, suffisamment pour être accusée de vol aggravé, ce qui lui vaut maintenant 3 ans de prison. Finalement, un avocat a ordonné les tests ADN et cet homme s'est révélé être le père biologique, mais cela ne lui donnait pas le droit de cambrioler une maison. D'après les confirmations des parents d'Avani, le père biologique verse désormais l'argent sur leur compte, puisqu'ils sont les tuteurs légaux de l'enfant, et cela ne changera pas avant que l'enfant atteigne ses 18 ans, ou qu'Avani remplisse toute une série d'exigences pour prouver qu'elle peut être sa mère, ce que personne ne semble croire possible. Elle ne demandait même pas au père biologique une pension alimentaire, elle réclamait plutôt l'argent qu'il lui devait. C'est pour cela qu'il a refusé de faire quoi que ce soit sans décision de justice. Je suis sûr que la vie d'Avani pourrait remplir un livre entier. Il doit y avoir encore plus de choses cachées que ce que nous pouvons imaginer. Je n'achèterai probablement pas ce livre, mais s'il sortait un film et que quelqu'un en faisait un résumé de 15 minutes sur YouTube, je le regarderais sûrement. Alors ma famille YouTube, voici mon avis sur cette histoire. Soyons honnêtes. Avani n'est pas simplement une mauvaise épouse. C'est presque une étude de cas sur ce qui arrive quand quelqu'un passe toute sa vie à traiter les autres comme des outils, les utiliser, les jeter, puis passer au suivant, sans jamais subir de véritables conséquences. Jusqu'à maintenant. Et notre gars? Il a tout fait correctement. Il ne l'a pas supplié. Il n'a pas fait de scandale. Il ne lui a pas couru après, ne l'a pas harcelé, ne s'est pas perdu dans des fantasmes de vengeance. Il a simplement reconstruit sa vie en silence. Il a obtenu une promotion. Trouvé son propre appartement. Et quand elle est revenue en rampant, il n'a pas laissé ses émotions décider à sa place, il a laissé les preuves parler. Le test ADN, l'avocat, l'ordonnance restrictive, tout ça. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la dignité. Maintenant, voici ce que j'ai sincèrement retenu de cette histoire, et je pense que ça mérite qu'on y réfléchisse. Premièrement, faites confiance à votre instinct concernant les gens, mais vérifiez avec des faits. Il savait depuis le début que quelque chose clochait. Rien ne collait vraiment. Et quand le moment est venu, il n'a pas débattu d'émotion, il a fait le test. Deuxièmement, le silence n'est pas une faiblesse. Il n'a presque rien dit pendant certains des moments les plus difficiles de sa vie. Pas de crise publique, pas de confrontation dramatique. Et au final, il a remporté chaque manche. Troisièmement, et c'est le plus important, les conséquences finissent toujours par rattraper les gens. Avani a menti à son premier mari, à son deuxième mari, à plusieurs autres hommes, puis finalement à elle-même. Elle a brûlé tous les ponts, sa famille, ses amis, ses finances, et elle a fini en prison. Pas parce que quelqu'un avait comploté contre elle, mais parce qu'elle continuait à faire les mêmes choix en espérant un résultat différent. Mais la partie qui fait vraiment mal? Ce petit garçon. Rien de tout ça n'était de sa faute. Le seul point positif, c'est que ses grands-parents ont pris leurs responsabilités et lui ont offert la stabilité que sa mère n'a jamais pu lui donner. Avani a détruit sa propre vie plus complètement que n'importe quel ennemi n'aurait jamais pu le faire. Et honnêtement, c'est probablement la forme de karma la plus sincère qui existe. Alors les amis, quel est votre avis sur cette histoire? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et merci d'avoir passé ce moment avec moi sur Histoire Reddit. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo.